Il y a une chose que personne ne vous a jamais apprise sur le pouvoir. Une chose que Machiavel a découverte il y a 500 ans dans les couloirs de Florence, en observant comment les puissants détruisaient des royaumes entiers d'un seul mot, d'une seule phrase prononcée au mauvais moment. Et une chose que HEC et Polytechnique viennent de confirmer avec des données accablantes. Le silence naît. Pas une faiblesse. Le silence est la seule arme que 95% des gens n'apprendront jamais à utiliser, parce qu'ils sont trop occupés à combler le vide abyssal avec des mots qui les trahissent. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement comment fonctionne le silence stratégique. Pas de théorie motivationnelle à 2 balles, pas de conseils génériques de développement personnel. Je vais vous montrer la méthode qu'utilisent les négociateurs d'élite, les leaders silencieux et les stratèges calculateurs pour dominer n'importe quelle situation, sans ouvrir la bouche, et je vous préviens, après avoir écouté ceci, vous ne verrez plus jamais une conversation de la même manière. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de crucial. La raison pour laquelle le silence vous met mal à l'aise n'a rien à voir avec la timidité ou l'insécurité. Elle est liée à une programmation profonde que vous traînez depuis l'enfance. Depuis que vous étiez gamin, on vous a appris que parler, c'est participer, que répondre vite, c'est être intelligent, que combler les silences, c'est être sociable. On vous a conditionné à croire que le silence est un vide qui doit être comblé, une erreur qui doit être corrigée, une faiblesse qui doit être cachée. Et voilà le problème. Brutal. Pendant que vous vous battez pour trouver les mots justes, pendant que vous vous précipitez pour répondre, pendant que vous essayez de prouver que vous avez quelque chose de valable à dire, ceux qui ont vraiment le pouvoir observent en silence, en calculant, en vous laissant révéler toutes vos cartes, pendant qu'ils gardent les leurs cachées. Machiavel l'a écrit en 1513. Celui qui parle en premier révèle sa position. Celui qui se tait observe la position de l'autre, et celui qui observe en premier décide ensuite avec avantage. Mais ce n'était pas seulement de la philosophie politique, c'était une observation brutale sur la nature humaine, que la science moderne vient de valider. Une étude du MIT Sloan, dirigée par Jared Curhan, professeur d'études organisationnelles, a découvert quelque chose qui a changé tout ce que nous croyions sur les négociations. En utilisant des algorithmes pour mesurer les intervalles de silence d'au moins 3 secondes, ils ont constaté que les avancées les plus significatives dans toute négociation se produisaient immédiatement après des pauses silencieuses, pas après des arguments brillants, pas après des propositions élaborées, après le silence. Et voilà la partie que personne ne veut entendre. Quand le silence a été utilisé comme tactique délibérée, celui qui l'initiait avait tendance à adopter ce que les chercheurs appellent une mentalité délibérative, une façon de penser plus réflexive, qui lui permettait de reconnaître les opportunités pour que les 2 parties obtiennent plus de ce qu'elles voulaient. Le silence ne vous donne pas seulement du pouvoir, il donne du pouvoir à la situation toute entière. Mais attendez, parce que ça devient encore plus intéressant. Le programme de négociation de Harvard a identifié 3 avantages spécifiques du silence, qui expliquent pourquoi il fonctionne si brutalement. Bien. Le premier est l'écoute améliorée. La recherche montre que les gens ont une difficulté énorme à écouter vraiment l'autre partie dans une négociation. Pendant que votre interlocuteur parle, votre tendance est de préparer votre réponse au lieu d'écouter. Le silence brise ce schéma. Il vous force à traiter l'information. Avant de réagir, le deuxième avantage est la neutralisation des ancrages. Quand quelqu'un avance un chiffre scandaleux ou fait une affirmation absurde, votre silence, impressionné, neutralise cet ancrage, beaucoup plus efficacement que n'importe quelle quantité de protestation verbale. Le silence dit plus que 1000 mots d'indignation. Il communique un désaccord. Sans révéler votre position, il génère un malaise. Chez l'autre, sans vous exposer. Le troisième avantage est l'évasion des biais cognitifs. La recherche en économie comportementale et en psychologie sociale indique que les négociateurs sont susceptibles à des biais comme les effets de cadrage, le principe de contraste et l'aversion à la perte. Avoir le temps de réfléchir pendant une négociation, ce temps que le silence vous offre, vous permet
d'atténuer ou d'éviter ces biais, complètement. Machiavel n'avait pas accès à des études de neurosciences. Il ne connaissait pas le terme « biais cognitif », mais il a observé exactement la même chose dans les conseils de Florence, dans les cours d'Europe, dans les guerres d'Italie. Ceux qui parlaient en premier perdaient, ceux qui se taisaient stratégiquement gagnaient, non pas parce qu'ils étaient plus intelligents ou plus éloquents, mais parce qu'ils comprenaient quelque chose de fondamental sur le pouvoir. Maintenant, il y a une chose que je dois vous avertir, avant de continuer, parce que le silence mal utilisé peut vous détruire, autant que le silence bien utilisé peut vous élever. La même étude du MIT a trouvé une réserve cruciale quand les différences de statut entre les parties étaient soulignées et qu'un négociateur de statut inférieur, disons un candidat à un poste, initiait le silence avec quelqu'un de statut supérieur, comme un recruteur. Il n'y avait aucun avantage. En fait, le candidat se sentait plus mal à l'aise pendant le processus. Le chercheur Curran a suggéré que cela se produit parce que, au lieu d'ouvrir un espace pour la réflexion, le silence fait l'opposé. Le candidat se focalise, maladroitement, sur la tension, parfois présente, dans le silence. Cela nous amène au principe le plus brutal de Machiavel sur le silence. Ce n'est pas seulement quand vous vous taisez, c'est depuis quelle position vous vous taisez. Le silence du puissant intimide, le silence de l'impuissant met mal à l'aise. Le même silence, des résultats complètement opposés. La différence ne réside pas dans la durée du silence, elle réside dans l'énergie que vous projetez pendant que vous le maintenez. Et c'est là que la plupart des conseils sur le silence stratégique échouent misérablement. Ils vous disent de vous taire, mais ils ne vous disent pas comment projeter du pouvoir pendant que vous vous taisez. Ils vous disent d'attendre, mais ils ne vous disent pas comment éviter que votre attente ne paraisse pas une faiblesse. Ils vous disent d'observer, mais ils ne vous disent pas comment observer, sans paraître perdu ou confus. Sheila Heen, professeure à la Harvard Law School et directrice adjointe du Harvard Negotiation Project, l'explique ainsi: « Le silence nous permet d'essayer de comprendre ce qui se passe en nous-mêmes et de nous comprendre les uns les autres. Cette pause peut provoquer une réflexion. Est-ce que je veux vraiment lâcher la première chose qui me vient à l'esprit ou prendre une minute pour considérer ses conséquences possibles? Mais il y a une différence énorme entre faire une pause pour réfléchir et faire une pause parce qu'on ne sait pas quoi dire. La première, c'est le pouvoir. La seconde, c'est la paralysie. Et les gens remarquent la différence instantanément, pas dans vos mots, dans votre corps, dans votre respiration, dans la tension de vos épaules, dans la direction de votre regard. Machiavel comprenait cela, intuitivement. Il a écrit que le monarque doit avoir une disposition flexible, être capable de varier sa conduite, du bien au mal, et vice-versa, selon la destinée et les circonstances le dictent, et le silence est peut-être l'expression ultime de cette flexibilité. Le silence vous permet d'observer les circonstances avant de vous engager. Il vous permet de mesurer la destinée, avant de parier. Maintenant, laissez-moi vous révéler la méthode exacte que j'ai distillée de ces études et de l'observation de Machiavel. Ce sont 4 étapes du silence stratégique qui transforment des conversations ordinaires en opportunités de pouvoir. La première étape est ce que j'appelle le silence d'entrée. Quand vous entrez dans n'importe quelle situation nouvelle, que ce soit une réunion, une négociation, une discussion personnelle, votre premier instinct est d'établir votre présence, en parlant, en vous présentant, en partageant votre perspective. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Le silence d'entrée consiste à observer avant de participer, écouter avant de parler, lire l'atmosphère de la salle, avant d'essayer de l'influencer. Pourquoi est-ce que cela fonctionne? Parce que, pendant que vous observez en silence, les autres révèlent leur position, leurs insécurités, leurs véritables priorités. Ils parlent pour combler le vide abyssal que votre silence crée. Et chaque MOT qu'ils disent est une information que vous pouvez utiliser ensuite. Une étude publiée dans la Revue européenne de l'innovation sociale et publique
confirme que le silence influenceur, utilisé par les leaders et les figures d'autorité, peut amplifier l'efficacité de leurs déclarations. De plus, le silence joue un rôle crucial dans la gestion des impressions. Les individus peuvent utiliser des pauses stratégiquement pour améliorer la communication persuasive. La deuxième étape est le silence de processus. Ceci se produit pendant la conversation elle-même. Quand quelqu'un vous pose une question difficile, quand on vous presse pour une réponse immédiate, quand on essaie de vous manipuler avec une urgence artificielle, la plupart des gens répondent automatiquement. Ils remplissent le silence, parce qu'il est inconfortable. C'est votre opportunité. 3 secondes. C'est tout ce dont vous avez besoin. Selon la recherche de Polytechnique, 3 secondes de silence avant de répondre changent la dynamique complètement. Elle communique que vous considérez la question sérieusement, que vous ne vous laissez pas manipuler par la pression, que votre réponse vaut la peine d'attendre. Et pendant ces 3 secondes, votre esprit passe du mode réactif au mode délibératif, de réponse automatique à réponse calculée. La troisième étape est le silence d'encre. Ceci est spécifique au moment où quelqu'un essaie d'établir des termes injustes. On vous offre un prix ridicule. On vous demande quelque chose d'irraisonnable. On vous manque de respect avec une affirmation absurde. Votre instinct est de protester, d'argumenter, d'expliquer pourquoi ils ont tort. Mais HEC a découvert quelque chose de fascinant. Votre silence impacté neutralise cette encre beaucoup plus efficacement que n'importe quelle protestation verbale. Pourquoi? Parce que les mots vous engagent. Si vous argumentez contre leur position, vous la légitimez comme point de départ pour la discussion. Si vous protestez, vous révélez que cela vous affecte. Mais si vous restez simplement en silence, vous soutenez le regard et vous laissez l'absurdité de leur proposition remplir l'espace. Vous leur renvoyez la pression. Vous les obligez à se justifier, à remplir le silence que vous avez créé, à révéler plus qu'ils ne le prétendaient. Imaginez un dialogue où Jean offre 50 € pour un service qui en vaut 200. Votre silence, un regard insistant, le forcera à se remettre en question. La quatrième étape est le silence de clôture. La plupart des gens, quand ils obtiennent un accord favorable, commencent immédiatement à parler. Ils remercient, ils élaborent, ils ajoutent des conditions. Ils continuent à vendre, après avoir vendu. C'est une erreur fatale. Le silence de clôture consiste à fermer la bouche, après avoir obtenu ce que vous vouliez. Ne pas embellir la victoire. Ne pas donner de raison, pour que l'autre reconsidère. Ne pas ouvrir de nouvelles lignes de discussion, qui pourraient compliquer ce que vous avez déjà accompli. Machiavel observait que les monarques, les plus performants de son époque, partageaient une caractéristique commune. Ils savaient quand s'arrêter, pas par lâcheté, mais par stratégie. Ils comprenaient que chaque mot additionnel, après la victoire, était une opportunité pour la défaite. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que la plupart des vidéos sur le pouvoir ne mentionnent jamais, le coup du silence mal utilisé. Il existe une différence brutale entre silence stratégique et silence passif. Le silence stratégique est actif, conscient, délibéré. Il projette le pouvoir, parce qu'il vient d'une position de choix. Vous vous taisez, parce que vous décidez de vous taire, pas parce que vous ne savez pas quoi dire. Le silence passif est réactif, involontaire, défensif. Il projette de la faiblesse, parce qu'il vient d'une position de peur. Vous vous taisez, parce que vous craignez les conséquences de parler, pas parce que le silence est votre stratégie. La recherche sur l'ostracisme au travail montre cela clairement. Une étude publiée dans le journal de psychologie du personnel a révélé que le silence défensif, utilisé comme réponse d'évitement au mauvais traitement interpersonnel, réduit l'estime de soi organisationnelle de l'employé. Le silence de la peur ne vous donne pas de pouvoir, il vous en enlève. Et voici le tour de main machiavélique. Ceux qui vous observent ne peuvent pas distinguer automatiquement entre silence stratégique et silence passif, mais ils peuvent le sentir. Ils le perçoivent dans votre posture, dans votre respiration, dans la qualité de votre attention.
Le silence stratégique a du poids, de la présence. Le silence passif a un vide abyssal, une absence. Comment transformez-vous l'un dans l'autre? Machiavel parlait de vertu, la capacité d'agir efficacement dans le monde. La vertu n'est pas la vertu morale, c'est la compétence. C'est l'habileté à répondre adéquatement aux circonstances. Et le silence stratégique requiert une forme spécifique de vertu, la capacité de soutenir l'attention sans scier, d'habiter le silence, sans avoir besoin de le remplir, de projeter l'intention, même quand vous ne dites rien. Cela s'entraîne. Vous ne naissez pas avec cela. Vous le développez à travers une pratique délibérée. Le premier exercice est ce que j'appelle le comptage de 3. Chaque fois que quelqu'un vous pose une question, avant de répondre, vous comptez mentalement jusqu'à 3. Peu importe à quel point la réponse est évidente. Peu importe à quel point la situation semble urgente. 3 secondes. Cet exercice simple reprogramme votre système nerveux pour tolérer le silence, pour le voir comme un espace, pas comme un vide abyssal. Le deuxième exercice est l'observation silencieuse. Une fois par jour, dans n'importe quelle situation sociale, vous vous proposez de ne pas parler pendant les 5 premières minutes. Vous observez seulement. Vous notez qui parle le plus, qui écoute, qui semble inconfortable avec le silence, qui le manie avec grâce. Cet exercice vous apprend à lire les dynamiques de pouvoir, qui sont invisibles, quand vous êtes occupé à parler. Le troisième exercice est le silence d'encre délibéré. La prochaine fois que quelqu'un vous fait une proposition que vous considérez inadéquate, au lieu d'argumenter, vous restez simplement en silence. Vous soutenez le regard. Vous les laissez remplir le vide. Notez ce qui se passe. Presque invariablement, ils commenceront à se justifier, à adoucir leur position, à révéler leurs véritables priorités. Mais il y a quelque chose de plus que vous devez savoir. Il existe 5 moments spécifiques où le silence est absolument critique. Il arrive des moments où un seul mot peut détruire tout ce que vous avez construit. Le premier moment, c'est quand quelqu'un vous provoque intentionnellement. Machiavel observait que de nombreux conflits politiques commençaient, non par stratégie, mais par réaction émotionnelle à une provocation. Quand quelqu'un vous insulte, vous défie ou essaie de vous déstabiliser, votre réponse immédiate est presque toujours la mauvaise. Le silence, dans ce moment-là, fait 2 choses. Premièrement, il vous donne le temps pour que votre cortex préfrontal reprenne le contrôle de votre amygdale émotionnelle. Deuxièmement, il nie au provocateur la réaction qu'il recherche, sans combustible. Le feu s'éteint de lui-même. Imaginez un peu la scène. Quelqu'un tente de vous faire sortir de vos gonds lors d'une réunion importante. Au lieu de réagir impulsivement, vous restez de marbre. Un silence pesant s'installe. Votre adversaire, déstabilisé, perd de son assurance. Et vous gagnez en crédibilité. Une véritable arme psychologique. Le deuxième moment, c'est immédiatement après avoir fait une proposition importante. C'est une erreur que je constate constamment lors de négociations. Quelqu'un présente une offre, et ensuite, nerveux à cause du silence, commence à la justifier, à l'adoucir, offrant des concessions avant même que l'autre n'ait répondu. Chaque mot que vous ajoutez après votre proposition est un signe d'insécurité. Un négociateur expérimenté voit cela et sait qu'il peut exercer encore plus de pression. Faites votre proposition et taisez-vous. Laissez le silence travailler pour vous. Pensez à ces négociateurs d'élite, ceux qui sortent d'HEC ou de Polytechnique. Ils maîtrisent l'art du silence. Ils savent que le silence peut valoir de l'or. Le troisième moment, c'est quand quelqu'un est en train de confesser quelque chose d'important. Que ce soit un subordonné qui admet une erreur, un associé qui révèle une information sensible, ou n'importe quelle personne en position vulnérable, votre silence, à ce moment-là, communique que vous écoutez attentivement, que vous ne jugez pas prématurément, que l'espace est SR pour continuer. Les gens révèlent leurs vérités les plus profondes dans les silences que vous leur offrez, pas dans les questions que vous leur posez. C'est comme créer un espace de confiance, un sanctuaire
où les non-dits peuvent enfin s'exprimer, un peu comme l'atmosphère feutrée d'un confessionnal. Le quatrième moment, c'est quand vous avez commis une erreur et que quelqu'un vous critique justifiablement. L'instinct est de se défendre, d'expliquer, de justifier. Mais Machiavel comprenait que la défense prématurée amplifie l'offense. Si quelqu'un a raison dans sa critique, votre silence communique que vous la considérez sérieusement, que vous respectez son point de vue, que vous n'êtes pas assez fragile pour avoir besoin de défendre chaque erreur. Paradoxalement, ce silence génère plus de respect que n'importe quelle défense élaborée. Imaginez, vous avez commis une erreur au travail, votre supérieur vous fait une remarque justifiée. Au lieu de vous justifier immédiatement, vous accueillez la critique avec calme et humilité. Ce silence désarmant montre votre maturité et votre capacité à apprendre de vos erreurs. Le cinquième moment, c'est quand vous êtes en train de gagner. C'est peut-être le plus contre-intuitif. Quand vous avez l'avantage, quand l'autre cède, quand tout va en votre faveur, l'instinct est de célébrer ou de continuer à pousser. Ce sont deux erreurs. Le silence de la victoire préserve la dignité de l'autre, lui permet de sentir qu'il est arrivé à sa décision par lui-même et non qu'il a été vaincu. Et c'est crucial pour n'importe quelle relation que vous prétendez maintenir après la négociation. Pensez à une victoire sportive, au lieu de jubiler de manière ostentatoire. Vous serrez la main de votre adversaire avec respect. Ce silence élégant témoigne de votre grandeur d'âme et préserve la relation à long terme. Il y a un schéma ici, que Machiavel a identifié il y a des siècles, et qui est toujours vrai aujourd'hui, dans tous ces moments. L'impulsion naturelle est de parler, et dans tous ces moments. Parler est l'erreur. La nature humaine nous pousse vers la réaction. Le pouvoir réel requiert la capacité de résister à cette impulsion. Laissez-moi vous donner un exemple concret de comment cela fonctionne dans la pratique. Imaginez une négociation salariale. Vous avez étudié le marché. Vous savez que votre poste vaut significativement plus que ce qu'on vous paie. Vous demandez une réunion avec votre patron. Disons, Monsieur Dubois. L'approche typique, c'est d'entrer en argumentant. Vous listez vos réussites. Vous présentez des données du marché. Vous expliquez pourquoi vous méritez plus. Cela paraît logique, mais cela a un défaut fatal. Vous donnez à l'autre toute l'information dont il a besoin pour négocier contre vous. Vous lui montrez exactement ce que vous valorisez, ce que vous savez et ce que vous espérez. L'approche machiavélique est différente. Vous entrez, vous saluez brièvement, et ensuite, vous faites une seule déclaration. Je crois qu'il est temps de revoir ma rémunération. Et vous vous taisez, vous soutenez son regard, vous attendez. Que se passe-t-il dans ce silence? Votre patron, Monsieur Dubois, mal à l'aise avec le vide, commence à parler, et ce qu'il dit vous révèle tout. S'il commence à justifier pourquoi il ne peut pas vous donner plus, vous connaissez maintenant ses objections sans les avoir demandées. S'il commence à demander ce que vous avez en tête, il vient de vous donner la permission d'ancrer haut. S'il commence à énumérer vos défauts, vous savez maintenant exactement ce que vous devez aborder. Dans tous les cas, vous gagnez de l'information que vous n'auriez pas eue si vous aviez commencé à parler. C'est le pouvoir du silence appliqué. Ce n'est pas seulement éviter de parler, c'est créer un espace où l'autre révèle ce que vous avez besoin de savoir. Et il y a un autre élément ici, dont on ne parle presque jamais. Le silence vous permet d'observer le langage non verbal. Quand vous êtes occupé à parler, votre attention est sur vos propres mots, mais quand vous vous taisez, vous pouvez voir les micro-expressions qui traversent le visage de l'autre, le changement dans sa posture, la tension dans ses épaules, les gestes nerveux avec ses mains. Tout cela est de l'information que la parole occulte et que le silence révèle. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, il y a quelque chose que vous devez savoir. Ce type de contenu n'existe nulle part ailleurs de la même manière. La plupart des chaînes sur le développement personnel vous vendent de la motivation vide. Ils vous disent de croire en vous-même, de penser positif, que l'univers conspirera à votre faveur si seulement vous le désirez avec assez de force. C'est n'importe quoi. Machiavel le savait il y a 5 siècles. Les études d'HEC et de Polytechnique le confirment aujourd'hui.
Le pouvoir ne vient pas de désirer. Il vient de comprendre, d'observer, de calculer, d'exécuter avec précision. Chaque vidéo comme celle-ci va à contre-courant du contenu motivationnel vide qui inonde Internet. Elle requiert de la recherche réelle, de la synthèse d'études scientifiques, de la connexion d'idées que la plupart préfèrent maintenir séparées. Et quand vous soutenez ce contenu, avec le super thanks que vous voyez là en bas, vous ne faites pas que laisser un pourboire. Vous financez plus de vidéos qui vous donnent des outils réels. Au lieu de promesses vides, vous dites « Je veux la vérité brutale », pas la motivation superficielle. Vous rejoignez une communauté de personnes qui comprennent que le pouvoir se construit et ne se désire pas. Revenons au silence. Il y a une dimension du silence stratégique dont presque personne ne discute, et c'est peut-être la plus puissante de toutes, le silence intérieur. Vous pouvez maîtriser toutes les techniques de silence externe. Vous pouvez compter jusqu'à 3 avant de répondre. Vous pouvez soutenir des silences inconfortables sans ciller. Vous pouvez neutraliser les ancrages et conclure des accords avec une précision machiavélique. Mais si votre esprit intérieur est un chaos constant de doutes, de justification, de répétition mentale de conversations futures, de peur de ce que les autres pensent, tout ce silence externe sera vide. Machiavel n'a pas écrit explicitement sur cela, mais son concept de vertu l'implique. La capacité d'agir efficacement dans le monde requiert d'abord la clarté intérieure. Vous ne pouvez pas calculer si votre esprit est occupé avec du bruit. Vous ne pouvez pas observer si vous êtes trop distrait par votre propre anxiété. Vous ne pouvez pas projeter de pouvoir si intérieurement vous remettez en question chaque décision. Le silence intérieur est la base du silence extérieur. Et il se cultive différemment. La pratique la plus efficace que je connaisse est ce que les chercheurs appellent l'attention focalisée. Pas la méditation au sens spirituel, la capacité de simplement diriger votre attention vers un point et de la maintenir là, sans distraction. Cela peut sembler simple, mais c'est extraordinairement difficile pour l'esprit moderne. Habitué à sauter d'un stimulus à l'autre toutes les quelques secondes, commencez avec 60 secondes. Asseyez-vous. Choisissez un point de focalisation. Cela peut être votre respiration, un son ou une sensation physique. Maintenez votre attention sur ce point pendant 60 secondes, entières. Chaque fois que votre esprit vagabonde, vous revenez. Sans jugement, sans frustration, juste, vous revenez. Cela entraîne quelque chose de spécifique dans votre cerveau. La capacité de ne pas réagir automatiquement à chaque pensée qui surgit. La capacité d'observer sans participer. La capacité de maintenir un silence intérieur, même lorsque votre esprit veut le remplir de bruit. Et cette capacité se transfère directement au silence extérieur. Quand vous pouvez soutenir un silence intérieur, le silence extérieur cesse d'être inconfortable. Vous n'avez plus besoin de le remplir, parce qu'il ne vous dérange plus. Et quand il ne vous dérange plus, vous ne projetez pas d'inconfort. Vous projetez une présence, du pouvoir, une calme calculée. Il y a quelque chose d'autre que Machiavel comprenait profondément. Le silence n'est pas seulement une technique de négociation ou un outil de pouvoir interpersonnel. C'est une posture existentielle. Il écrivait que le sage doit observer la nature humaine telle qu'elle est, et non telle qu'elle devrait être. Et cette observation requiert le silence. Vous ne pouvez pas voir clairement ce que les gens sont réellement si vous êtes occupé à projeter ce que vous voulez qu'ils soient. Vous ne pouvez pas lire leurs véritables intentions si vous êtes occupé à expliquer les vôtres. Vous ne pouvez pas comprendre le jeu si vous êtes occupé à jouer sans stratégie. Le silence vous permet de voir. Et ce que vous voyez, quand vous regardez vraiment, peut être inconfortable. Vous voyez les motivations égoïstes derrière des paroles généreuses. Vous voyez la peur derrière l'agression. Vous voyez l'insécurité derrière l'arrogance. Vous voyez le jeu que tout le monde joue, tout en prétendant ne pas y jouer. Machiavel fut haï pour avoir révélé ses vérités. On l'a qualifié d'amoral, de cynique, de dangereux. Mais il n'a pas inventé la nature humaine. Il l'a seulement décrite honnêtement. Et cette honnêteté brutale, c'est ce qui rend son travail si utile, 500 ans plus tard. Le silence stratégique ne fait pas de vous un manipulateur. Il fait de vous un réaliste.
Il ne vous rend pas froid, il vous rend efficace. Il ne vous enlève pas votre humanité. Il vous donne la capacité de naviguer l'humanité des autres avec une plus grande précision. Maintenant, la question finale est la plus importante. Pourquoi le silence fonctionne-t-il de manière si constante, dans tant de cultures, dans tant de contextes, à travers 500 ans d'histoire? La réponse réside dans quelque chose que la recherche moderne confirme, mais que Machiavel intuait. La nature humaine est fondamentalement stable. Les biais cognitifs que HEC étudie aujourd'hui sont les mêmes que Machiavel observait à Florence. La tendance à remplir les silences, à révéler des positions prématurément, à réagir au lieu de répondre. Ce ne sont pas des faiblesses modernes, ce sont des caractéristiques humaines constantes, et cela signifie que le silence stratégique n'est pas une mode. Ce n'est pas une technique qui fonctionne dans certaines cultures, et pas dans d'autres. C'est un outil fondamental du pouvoir humain. Il fonctionne parce qu'il exploite quelque chose d'immuable dans notre psychologie. L'inconfort face au vide abyssal, le besoin de remplir les espaces, la tendance à interpréter le silence comme significatif. Quand vous vous taisez stratégiquement, vous ne manipulez pas. Vous exploitez la façon dont les humains traitent naturellement le silence. Vous leur donnez l'espace de révéler ce qu'ils pensent vraiment. Vous leur permettez d'arriver à des conclusions par eux-mêmes, qui seront toujours plus persuasives que n'importe quelle conclusion que vous leur imposerez. Machiavel écrivait « Celui qui désire conquérir doit d'abord apprendre à observer, et l'observation requiert le silence. Il n'y a pas d'autre moyen. Le silence n'est pas l'absence de pouvoir. C'est sa forme la plus pure. Ce n'est pas éviter la conversation, c'est la maîtriser dès le début. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la force qui n'a pas besoin de se démontrer, parce qu'elle se sent. La prochaine fois que vous serez dans une conversation importante, une négociation, une discussion, un moment où le pouvoir est en jeu, rappelez-vous ceci, vous n'avez pas besoin de gagner avec des mots. Vous pouvez gagner avec l'espace entre eux, maintenant. Je veux savoir ce que vous en pensez. Il y a deux types de personnes qui regardent cette vidéo. Ceux qui croient que parler les rend puissants, et ceux qui comprennent que le silence est le véritable avantage. Commentez ci-dessous. Quel a été votre moment de silence le plus puissant? Ce moment où vous n'avez rien dit, et vous avez tout gagné. Ou, si vous ne l'avez pas encore vécu, commentez le moment où vous avez trop parlé, et vous avez perdu. L'honnêteté brutale est la bienvenue ici. Et si vous faites partie des 5% qui comprennent que ce n'est pas seulement une vidéo, mais un changement dans la façon dont vous naviguez dans le monde, abonnez-vous. Activez la cloche, parce que chaque semaine, j'apporte du contenu que d'autres chaînes n'osent pas créer. Le silence est pouvoir. Apprenez à l'utiliser.